résultat auquel on aboutit aujourd'hui. Le système corrupteur est corrompu. Il ne faut pas se faire d'illusions. Les dernières lois sur le mariage pour tous, ou que sais-je, ne sont que le prolongement des principes de 1789, le principe d'égalité. Avant, il y a eu la réforme Charbonnier, un bon parpaillot qui va, et c'est vrai, un pauvre enfant adultérin, pourquoi n'aurait-il pas les mêmes droits qu'un enfant légitime? Le principe d'égalité. Mais il faut se rappeler que Charbonnier, qui n'était pas un sot, mais un bon parpaillot, expliquait que ainsi il attaquerait la famille catholique, la vieille France. Il faut aussi bien se mettre dans la tête que, quelles que soient les aventures politiques, le système corrompt. Et comme le disait Charles Maurras, si la République est incapable de défendre la France, et on le voit au cours des siècles, de ces 2 siècles, elle sait très bien récupérer ses adversaires. Et je peux vous mettre en garde contre toutes les illusions d'une réaction purement politique. On n'a qu'à voir l'échec de la Restauration, Metternich disant à Louis XVIII, « Messire, vous n'avez au fond repris l'œuvre de la Révolution en sous-œuvre. » Tant qu'on n'aura pas renoncé à ces principes, nous vivons dans un monde de décadence, d'imposture et de trahison. Alors, il peut y avoir des gens sympathiques. Et aujourd'hui, et j'espère que je ne vais pas vous choquer, quand on lit certaines pages de De Gaulle et on ne connaît pas le personnage, on pourrait croire que c'est un écho, et c'est vrai, il était pétri de notre vieille culture. Mais on voit où ça a abouti. Car, comme le dit un axiome de théologie morale, bonum ex integra causa, malum ex quacumque defectu. Il suffit d'un petit défaut. Et ça, c'est applicable aussi bien au domaine politique que religieux. Alors, je suis très heureux d'avoir Roger Olinde, qui est un vieux résistant depuis l'âge de 15 ans. Donc, on ne veut pas dire qu'il s'est vautré devant l'ennemi, comme veulent nous faire croire la propagande officielle. Un résistant dans l'âme, un soldat. Et tant qu'on n'aura pas retrouvé cette vocation à la fois du contemplatif et du chevalier, mais on pourra se faire plaisir, aller à des concerts, à des réunions mondaines. Or, il faut avoir conscience aussi que nous sommes des nains, des petits nains, portés, comme disait Pascal, sur des épaules de géants. Et que le drame du monde moderne, qui est le monde de la dissociété, où l'individu se trouve seul face à lui-même, où tout est détruit, c'est de savoir hériter. Et notre devoir le plus impérieux, et c'est pour ça que je donne la parole à un ancien, c'est la transmission. Et il n'y a pas de transmission sans enracinement dans un groupe de relations humaines, plus ou moins stables. Et le danger de l'époque moderne, c'est un peuple de nomades. Hein, on va d'un parti à un autre, d'une chapelle à une autre, en fonction de ses envies, de son emploi de temps. Et on ne sait plus avoir une attitude de militant. Don Gérard, quand il y avait un officier qui prenait l'habit monastique, disait « Mon cher, vous n'avez pas changé de métier ». Donc ça n'a pas retrouvé cette vocation qui animait nos ancêtres. Il ne faut pas oublier que notre pays a été porté sur les fonts baptismaux de Reims. Et si on n'a pas les vertus viriles, vertus militaires, mais on est fait pour l'esclavage. Et ce n'est pas la peine de se lamenter sur l'invasion, qui n'est que la conséquence du génocide opéré par une certaine personne dont l'homonymie fait référence à une philosophe quand même très respectable, mais je préfère ne pas prononcer son nom. Mais on n'aboutira à rien.
Et c'est peut-être, comme le disait un de nos amis, Monseigneur Virgile Georgiou, la 25e heure. Nous ne sommes peut-être arrivés à la 25e heure. Il faut en prendre conscience. Il faut prendre conscience aussi qu'il n'y a rien de pire que la trahison avec des airs de fidélité. On garde l'étiquette et en sous-main, on vend de la contrebande. Et on aboutit fatalement aux compromissions. Et de compromission en compromission, mais c'est la concession à perpétuité. J'en ai dit assez. À vous. Non, je vous en prie. Bon, nous allons essayer de faire un tour d'horizon total de la politique française pour expliquer comment nous en sommes arrivés là aujourd'hui. Pour situer la situation, pour bien voir ce qui se passe dans notre pays. Je disais tout à l'heure au père, ils ont tellement menti qu'ils mentent de plus en plus pour couvrir leurs mensonges. Et ils ne s'en sortiront jamais. Qu'eux ne s'en sortent pas, je m'en fous. Mais que la France ne s'en sorte pas, là, c'est un autre problème. Je viens de sortir un livre qui s'intitule « Ça suffit ». 80 ans de mensonges et de tripatouillage politique, ça suffit. Mais ça suffit, comment expliquer? Nous sommes en guerre. Ce soir, nous sommes en guerre. Ça ne paraît pas, mais nous sommes en guerre. Hier, j'ai entendu une chose absolument incroyable. Ils ont découvert, à côté de Calais, pas loin de Calais, un nouveau camp de migrants de 5 à 6 000 personnes. Ça veut dire que dans un pays en guerre, où la moitié de l'armée est mobilisée, la moitié de la police est mobilisée, 6 000 types ont pu circuler et aller s'installer à Calais, où ils n'ont rien à foutre. Strictement rien à foutre. Je suppose que comme moi, vous trouvez ça un peu bizarre. Nous avons eu des événements assez graves dernièrement. Moi, comme disait le père, je suis rentré dans la résistance parce que j'ai été élevé dans le culte du maréchal Pétain et du général de Gaulle. Comme la moitié des Français, les 3/4 des Français pendant la guerre. Hein? Le père Clarbois, qui dirigeait la pension où j'étais, à Neuilly-Plaisance, c'était un vieux qui avait fait la guerre de 14, qui nous jouait la Marseillaise au violon en pleurant, qui admirait le maréchal Pétain et qui espérait que le général de Gaulle sauverait la France. Vous dites ça aujourd'hui, vous passez pour un menteur, ou même pire, un collabo ou un nazi. Alors que c'était la vérité. On ne peut pas le dire. Donc mon dernier bouquin, les autres d'avant, j'en ai écrit une quarantaine, mais le dernier, quand je me relis au bout de 3 mois, puisque je mets à peu près 3 mois, celui-là il faisait 600 pages, j'ai mis même un peu moins de 3 mois. Quand je me relis, je suis étonné, parce que je ne trouve dans mes écrits rien de ce qui est officiellement enseigné à nos enfants dans les écoles. Rien, strictement rien. Alors que je travaille sur archives, sur une grande documentation que j'ai mis toute ma vie à faire, et sur ce que j'ai vécu. La résistance à 15 ans, l'occupation de la France, un départ en Indochine à 17 ans, toute la guerre d'Indochine, jusqu'à Dien Bien Phu, l'Algérie, et ensuite le combat politique aux côtés de Jean-Marie Le Pen. J'écris la vérité, la réalité des faits. Elle n'est enseignée par personne. Et si vos enfants et petits-enfants demain, dans un examen, mettent ce que je mets dans mes bouquins, ils ont 0. Ils n'ont pas le brevet, ils n'ont pas le bac, ils n'ont pas la licence. Ça veut dire que tous ces gens qui nous gouvernent et qui sont bardés de diplômes, sont bardés de diplômes faux. Voilà. Ils ont eu 15 ou 20 ou 17 ou 19 en écrivant des choses fausses. Alors la décadence n'a pas commencé avant-hier, elle a commencé bien avant la guerre. Elle a commencé quand l'Union soviétique est devenue bolchevique, enfin la Russie est devenue bolchevique,
et que cette lèpre dégueulasse s'est répandue sur le monde. Il y a eu en France 36, il y a eu à peu près à la même époque la guerre d'Espagne qui n'aurait jamais existé si les marxistes ne l'avaient pas déclarée sur ordre de Staline. Ce n'est pas Franco qui a amené la guerre civile en Espagne, ce sont les marxistes. Dans le même temps, en France, le Front populaire triomphant, alors que l'Allemagne réarmait, et surréarmait, le Front populaire décrétait qu'il ne fallait pas trop travailler. M. Léon Blum disait « S'il s'agit de bousiller l'armée française, comptez sur moi, je suis présent », de telle sorte qu'un beau matin, il déclare la guerre à Adolphe. Le gouvernement français, d'ailleurs, déclare la guerre sans l'assentiment des chambres. Ça n'a jamais été voté, la guerre de 40 n'a jamais été votée. Et dans mes bouquins, bien que n'étant en rien antisémite, j'écris toujours « Tel jour, telle heure, l'Angleterre déclare la guerre à l'Allemagne. Tel jour, telle heure, la France déclare la guerre à l'Allemagne. Tel jour, telle heure, le Congrès juif mondial déclare la guerre à l'Allemagne. » C'est quand même important. Vous en entendez parler? Vous n'en entendez jamais parler. Pour les communistes, sabotage dans les usines d'aviation surtout, dans les usines de fabrication de blindés et de véhicules avec de la ferraille ou de la limaille dans les ponts, les avions sabotés de telle sorte que les fuites d'essence déclenchent l'explosion de l'appareil, et tout ça sur ordre d'un dénommé Duclos, un chef à l'époque du Parti communiste, chef en second du Parti communiste, qui lance les jeunesses communistes de France dans cette guerre contre la guerre. Voilà. Et il collabore avec l'Allemagne dès que Staline et Adolphe s'entendent. Les premiers collabos de France, ce sont les communistes. Personne ne le dit, personne ne l'écrit. Personne ne veut faire le procès du communisme alors qu'il n'y aura pas la paix en France tant que la vérité ne sera pas rétablie. Et la vérité, c'est que les premiers collabos de France, ce sont les communistes. Alors j'entendais l'autre soir à la télévision, les Allemands sont rentrés dans Paris. Pétain livre l'industrie française à l'Allemagne. J'ai écrit un bouquin, Tout va mal en France, en 1900. Même en 2014, je crois, le bouquin, Tout va mal en France en 2014, c'est la faute à Pétain. Tout ce qui va mal aujourd'hui en France, c'est encore la faute à Pétain. Pétain, ils lui ont refilé une guerre qu'il n'avait pas déclarée lui, une guerre qui a été mal menée, avec les Anglais qui n'ont jamais fourni le matériel qu'ils auraient dû fournir et les hommes qu'ils auraient dû fournir, et on refile tout ça à Pétain qui a 84 ans à l'époque. Moi qui en ai 87 aujourd'hui, je vois, j'ai toutes mes facultés, mais je vois le problème que ça pose quand je travaille trop longtemps, Voilà, lui il avait 84 ans. La France entière le bénissait. Dans la rue, les femmes lui embrassaient les mains. Les dames de la Croix-Rouge distribuaient des millions de photos du maréchal Pétain, et tout le monde disait « Ah, heureusement qu'il est là, celui-là. Le vrai sauveur de la France, et le seul sauveur de la France, c'est lui. » Mais quand les Allemands rentrent dans Paris, comme je l'ai expliqué, la Russie et l'Allemagne d'Hitler se sont entendus. Alors, dernièrement, je peux vous donner le jour, c'est tout ça en note, Pétain, le traître, maréchal de France, c'est bien, le traître, il a trahi la patrie, le traître livre l'industrie française à l'Allemagne. J'ai reproduit dans mon bouquin un tract du Parti communiste, 2-3 jours après l'entrée des Allemands à Paris, tract qui disait « Ouvriers de France, ne vous laissez pas faire par les capitalistes qui ne veulent pas que les usines tournent. Occupez les usines et faites-les tourner. » Ah ça ne s'appelle pas livrer l'industrie française à l'Allemagne. Et les Allemands arrivent en France, je les ai vus arriver, je ne suis pas le seul, mais enfin, je peux dire que
dans cette salle, je ne sais pas quel âge vous avez, moi j'ai 87 ans, c'est juste la charnière où on a pu voir tout ce genre de choses. Des fois, je vois des gars de 20 ans qui me disent ils ont ça, ils ont ça, ils ont ça. Je dis, mais bon, pauvre vieux, t'as 20 ans, t'as rien vu de tout ça. Ah, si tu avais vu tout ce que tu racontes, tu aurais 70 ans ou 80 ans. Moi, j'ai tout vu parce que j'ai 87 ans. Ça ne m'apporte rien. J'ai pas à faire le flambard en disant vive Hollande, mais il faut avoir l'âge que j'ai aujourd'hui pour avoir vécu toutes ces choses. Et ces choses, je les ai vécues. Je les ai vécues parce que dans ma famille, on était patriotes et que mon père, qui était réformable, qui n'était pas capable de porter les armes, et qui avait été réformé, s'est porté volontaire et est parti à l'armée. Bon. Et toute la famille, bien que nous soyons d'origine corse, il avait un oncle d'origine auvergnate qui avait une maison en Auvergne, en Montsalvi, dans le Cantal, et toute la famille corse s'est réfugiée là-bas. Là-bas, j'ai vu passer l'exode des Français, l'exode de l'armée belge, l'exode des Belges, et les troupeaux qui se sauvaient face à l'ennemi, qui avait eu l'astuce de mettre un simple sifflet sur un avion, hein, et le sifflet, dans tous les reportages, vous l'entendez, les Stukas qui piquent, et ça siffle, ça semait la terreur dans la région, plus les bombes qui n'étaient pas factices. À quelque temps de là, l'armistice est signé, je vois encore toute ma famille et tous les gens de ce village auvergnat devant les quelques radios qui existaient dans le village, tout le monde était là et tout le monde pleurait. Parce que les Français, à ce moment-là, aimaient la France. Voilà, ça veut dire quelque chose, aimer la France, aimer son pays. Donc nous sommes restés là-bas quelques mois. Et puis chose aussi oubliée et jamais racontée, par milliers de trains, durant des mois, les gens qui étaient partis en zone dite libre, sont remontés en zone occupée. C'était la première fois dans l'histoire que les gens d'un pays qui avaient fui l'envahisseur remontaient dans une région du pays, la moitié du pays, un peu plus, qui était occupée par l'occupant allemand. Nous remontons donc en famille, mon père est prisonnier, mes oncles sont prisonniers, bon, l'amitié et la confiance digne des familles corses fait que tout le monde se soutient. À cette époque-là, d'ailleurs, tous les Français se soutiennent. Et ma mère et moi, nous logeons chez ma grand-mère qui a une loge qui fait le tiers de cette pièce où on loge mon grand-père, ma grand-mère, ma mère et moi. Et c'est juste à côté de l'avenue Kléber, à 100 mètres de l'avenue, à 60 mètres de l'avenue Kléber et à 200 mètres du Trocadéro. Les Allemands sont en France, on voit défiler des centaines de véhicules, des centaines d'autocars, des centaines de camions. C'est normal, le vainqueur vient visiter la capitale du vaincu. Et là, les gens les regardent passer. Et moi, j'ai 8 ans, j'enregistre. Ah, qu'est-ce qu'ils sont beaux! Ah, qu'est-ce qu'ils sont propres! Ah, qu'est-ce qu'ils se tiennent bien! Et puis, le matin, je vais à l'école, je pars à l'école. Mais si je pars un peu plus tôt pour retrouver les copains, j'arrive donc à 60-70 mètres, puisque c'est de l'autre côté de l'avenue Kléber. Là, il y a un garage, et dans ce garage souterrain, il y a une compagnie allemande qui est là. 2 compagnies se relèvent dans ce garage. Et donc, vers 8h moins le quart, puisque je pars à l'école pour y être à 8h30, les soldats allemands montent la rampe du garage en tapant du pied, et dès que le premier a mis le pied sur l'avenue Kléber, il chante. Il chante, et il chante bien. Et en face, il y a une boutique de luxe, une épicerie de luxe, je ne sais plus si c'était Vuitton ou l'autre, pas Vuitton, c'était non, enfin, une grande épicerie, il y en a 2 à Paris, comme ça, oui, oui. Hein, ou Diard ou autre. Hein. Et là, il y a 40, 50, 100,
200 personnes, y compris des anciens officiers, avec le chapeau à l'époque, la canne, les gants blancs. On dit, mais on peut régler sa montre sur ces gens-là. On n'applaudit pas. Les gens sont dignes. Ils ne sont pas collabos. Ils ne crachent pas sur les Allemands. J'entendais des conneries l'autre jour dans un reportage absolument ahurissant. Je vous en parlerai tout à l'heure. Hein. Et puis, là, toujours à côté de chez ma grand-mère, vous allez dire que c'est le point stratégique. Oui, pour moi, c'est le point stratégique de l'époque. Il y a une sortie de métro. Le garage n'existe plus, la sortie de métro n'existe plus. Mais chaque fois que je passe, je la vois parce qu'elle était là et je sais qu'elle était là. Et il y a un ancien combattant de la guerre de 14 qui porte la tenue bleue des gens qui sont aux Invalides. Et il a un paquet de décorations qui couvre toute la poitrine. Il a un bras en moins et une jambe en moins. Et tous les soldats allemands qui passent, du deuxième classe au général, tout le monde le salue et les gens font remarquer, vous avez vu, il salue l'ancien de 14. Et tout le reste est comme ça. Tout le reste est comme ça. Seulement, il arrive un moment où Adolphe et Joseph ne s'entendent plus. Et autant il y a eu une grande stupeur quand Staline et Adolphe se sont entendus, il y a encore une stupeur pire quand ils se rentrent dedans. C'est chez les communistes la panique générale. La panique générale. Et c'est de ce jour-là qu'ils rentrent en résistance en tuant des gens, ce qui amène immédiatement un changement d'attitude de l'armée d'occupation, hein, qui fait des représailles. Mais le seul but des tueries faites par les communistes, c'était justement de faire oublier qu'ils avaient collaboré avec les Allemands. Et pendant tout le restant de la guerre, ils feront tout pour que cela ne soit pas trop su. Ça se sait, mais les gens qui veulent effacer cela et qui font disparaître toute cette époque de l'histoire de France s'arrangent tellement bien qu'aujourd'hui, personne ne connaît l'exacte vérité, sauf les gens qui se penchent sur la question, et l'exacte vérité, c'est celle que je viens de vous raconter. Donc les tueries sont de plus en plus grandes. Pendant ce temps-là, Pétain fait ce qu'il peut. Regardez un peu aujourd'hui quand nous avons un ou deux types, hommes ou femmes, enlevés au Mali, au Sahel ou bien au Liban, les problèmes qu'il y a. Il y a plus d'1 500 000 prisonniers en Allemagne. Il y a une armée d'occupation. On raconte l'histoire de France comme si tout était calme, comme si tout était bien, comme si les Allemands ne prenaient pas beaucoup trop sur le ravitaillement. Mais avec vos tickets, vous allez à l'épicerie, vous avez droit à 200 grammes d'une espèce de concoyote, vous avez droit, et vous avez votre kilo de patates. Tout ça, ça n'est pas grand-chose non plus. Mais quand Le Pen dit l'occupation allemande en France a été moins grave que dans le restant de l'Europe, immédiatement ça devient un salaud, un fasciste, un nazi, une ordure. C'est la vérité. Les Français ont moins souffert de l'occupation que le restant de l'Europe. Et je répète que dans ma famille, nous étions anti-Bosch. Voilà, c'est pas compliqué. Et le père Clairbois, tout pétainiste qu'il était anti-Bosch. Et moi, j'ai été élevé dans la haine de l'Allemagne occupant mon pays. Pas autre chose. La libération est arrivée, mais avant la libération, il y a eu les déportations, les camps de concentration et tout le reste. Bon, là aussi, on n'a jamais su la vérité exactement. Et la vérité, c'est que M. Dassault, par exemple, pas celui qui dirige Dassault à l'heure actuelle, son père, a écrit dans Jour de France, le journal qu'il dirigeait, qu'il était au camp de concentration. Il donne la date, le mois, le jour, les heures et tout, où il n'y avait pas un SS à partir d'une certaine heure de la soirée.
les SS n'étaient pas dans le camp. Alors qui dirigeait le camp? Et les camps étaient dirigés par les capots communistes. Et les capots communistes faisaient les listes des corvées du lendemain. Et le malheureux qui était anti-Boche, mais anti-communiste aussi, eh bien c'était lui qui allait se farcir les corvées, hein, qu'évitaient les communistes à leurs copains. Les camps de concentration étaient dirigés par l'internationale communiste. Dassault l'écrit, tout le monde peut avoir la page du journal Jour de France où il explique ça, et il explique qu'au moment de la libération du camp, où des gens déportés devaient partir à pied vers l'Autriche, il y a le chef de sa baraque, un communiste tchèque, qui vient et qui lui dit « Monsieur Dassault, vous êtes sous la protection du Parti communiste international ». Ça aussi, ça n'est jamais écrit, ça aussi, ça n'est pas dit. Alors est-ce que je dis par là qu'il ne faut pas écrire ce que les Allemands ont fait, de tordus, de salauds? Oui, mais il faut écrire tout. L'histoire, on ne fait pas le tri, ça c'est bon, ça c'est mauvais. Parce qu'à force de faire le tri, les gaullistes ont fait le tri, les communistes ont fait le tri, tout le monde a fait le tri. Ce qui fait qu'on se demande comment la France tient encore debout, puisqu'ils ont enlevé des années d'histoire. Des années d'histoire. Et si aujourd'hui vous dites il faut faire le procès du communisme, comme je ne cesse de l'écrire, vous êtes traîné dans la boue. Moi je vous le dis en toute franchise, je suis un soldat. Ils ne me font pas peur, parce que je les emmerde. Voilà, c'est clair, net et précis. C'est net, clair et précis. Mais je parlais devant les cathos il y a un mois, et des gens sont venus me dire « Mais monsieur Hollande, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Mais ils vont vous tuer. Mais vous jouez avec le feu. » Je leur ai dit « Je ne joue avec rien. Je joue avec la vérité. Et la vérité, tant qu'elle n'éclatera pas, eh bien les Français ne s'aimeront toujours pas entre eux, et c'est le cas aujourd'hui. C'est le cas aujourd'hui. On va revenir sur les élections et tout ça. Je vais essayer de faire le panel complet. Vous voyez, je parle de tout ça sans note. Je ne vais pas vous en note, je parle de tout ça sans note. Je vous parlerai du prochain bouquin que j'ai commencé à la demande du père. Donc l'occupation se termine, la libération se passe dans des conditions absolument apocalyptiques. La guerre d'Indochine commence et le gouvernement socialiste de l'époque, après le gouvernement de Gaulle, où il y a des ministres communistes, envoie des troupes en Indochine. En Algérie, il y a les événements de 1945, et ce sont les ministres communistes de l'armement, de la marine et de l'aviation, excusez du peu, qui envoient des troupes bombarder les insurgés dans un gouvernement gaulliste. Vous le voyez quelque part, ça? Jamais, jamais. Parce que M. de Gaulle, tout est bien avec de Gaulle. Tout est bien, c'est comme à la Samaritain, tout est bien dans le magasin de Gaulle. Mais dans le même temps, il y a le premier soulèvement en Algérie. Les communistes demandent de plus en plus d'interventions militaires contre les fascistes arabes. Contre les fascistes arabes, je n'invente rien. Hein, vous aurez la semaine pour aller contrôler tout ça et voir dire que Hollande, il fantasme. Je n'invente rien, c'est la réalité. Il y a les noms des gens qui ont envoyé les bateaux, il y a les noms des gens qui ont envoyé les avions. C'était des ministres communistes. Puisque M. Torres, qui avait déserté en 1940 et qui a passé toute la guerre au chaud en Russie, il aurait pu partir comme mécanicien dans l'escadrille Normandie-Niemen. Il y avait 7 troupes françaises. Il est resté bien au chaud avec des cartes de ravitaillement qui lui donnaient tout ce que les Russes n'avaient pas droit, tout ce que le peuple russe n'avait pas droit. En Indochine, c'est pareil. En Indochine, quand nous arrivons, eh bien, M. de Gaulle a envoyé l'amiral Thierry d'Argentlieu, un moine franciscain qui était
hein, qui était dans son couvent, là, et qui est parti, qu'il était commandant en chef des troupes en Indochine, y compris des troupes terrestres, alors que c'était Leclerc qui devait commander les troupes terrestres. Et que fait M. d'Argentlieu quand il arrive à Saïgon, après avoir traîné pendant des mois à Pondichéry? Mais la France, à l'époque, a très peu de bateaux, parce que les bateaux civils que nous avons sont dans un pool interalliés, et il faut que les alliés nous autorisent à nous servir de nos propres bateaux. Nous avons peu de bateaux de guerre, pas de bateaux de débarquement. Et au moment où les Japonais capitulent après la bombe d'Hiroshima, l'état-major japonais en Indochine, écoutez bien, peut-être que plus personne ne vous le dira ce que je vous dis ce soir. L'état-major japonais envoie un message à Paris, au gouvernement de Gaulle, disant « Vous avez mis en prison, nous avons mis en prison l'amiral Decoux, nous allons le libérer et nous rendons le pouvoir sur l'Indochine à la France. » Et que répond de Gaulle? Laissez les choses en état, nous envoyons les remplaçants. Mais les remplaçants mettent des mois pour arriver. Des mois pour arriver. Et pendant tous ces mois, eh bien, les Japonais distribuent l'armement des Français, donnent du fric aux sectes qui pullulent en Cochinchine, parce que la Cochinchine est un pays mystique où il y a tout un tas de fous qui dirigent des sectes de plusieurs milliers de personnes, les Wao, les Bixuyen, les Kaodai, et tout ça c'est alimenté avec du fric japonais. Et le temps dure, hein, et au moment donc de la bombe atomique, quand les Japonais capitulent, il n'y a pas de troupes françaises pour occuper le terrain. Parce que les troupes françaises, au moment du soulèvement japonais, 6 mois plus tôt, ont été soit assassinées, soit découpées en morceaux, soit décapitées au sabre, soit réfugiées en Chine après des centaines et des centaines de milliers de kilomètres de marche. Et là, lorsque les troupes françaises se sont repliées, se battant contre les Japonais jusqu'à leur arrivée en Chine, eh bien les avions américains survolent, mais ne leur envoient pas un sac de riz, pas une munition, rien, parce qu'ils ont ordre de leur état-major et du président des États-Unis de ne pas ravitailler les troupes françaises qui se replient. Un seul officier américain qui sera cassé pour cela et qu'on retrouvera quelques années plus tard à la tête des tigres volants qui ravitailleront Dien Bien Phu, c'est le colonel Chono qui largue des munitions et qui largue des vivres. Les États-Unis et l'Angleterre disent rien à ces gens-là. Il est vrai que depuis, on nous explique que ce sont nos alliés, nos braves alliés, nos grands alliés, voilà. Et ça continue aujourd'hui. Mais que fait donc M. Thierry d'Argentlieu, hein, qui a des médailles partout, des insignes et tout ça, tellement que là-bas on le surnomme Tiens-le d'Argenterie. Hein. Eh bien, lui, il trouve rien de mieux que d'accueillir et de faire accueillir par la gendarmerie française qui vient d'arriver les soldats français libérés des Japonais et qui sont à peu près dans l'état que vous avez connu des prisonniers après Dien Bien Phu. Et que fait-on de ces Français qui viennent de souffrir dans les geôles japonaises, qui ont vu leurs femmes éventrées, leurs femmes violées, leurs enfants découpés en morceaux? Eh bien, on les passe en comité d'épuration. Vous comprenez? Parce qu'à ce moment-là, si le gouvernement de Gaulle à Paris avait fait une autre politique et qu'il ait dit aux Japonais « Nous vous donnons ordre en tant qu'alliés, ayant signé à Tokyo sur le Missouri les accords de paix, nous vous donnons ordre de rendre l'administration à l'administration française. » Eh bien, les choses se seraient passées totalement autrement.
Là aussi, petit détail. Non, petit détail qui explique tout. Qui explique toute la guerre d'Indochine que j'ai fait, que mes copains ont fait, avec tous les rebuts de la planète. Tout ce qui traînait de toutes les armées dans le monde était acheté parce qu'on n'avait rien. Pas grand-chose à bouffer, pas grand-chose pour s'habiller. Des shorts allemands des troupes du désert, un casque anglais, des gamelles américaines, des conserves japonaises, enfin toute la merde qui traînait sur les marchés d'Asie. Et là, eh bien dans ce contexte, nous nous sommes battus 10 ans. 10 ans. Pendant 10 ans, l'armée française d'Indochine s'est battue et a résisté à la vague communiste. Voilà la vérité. Et quand nos copains étaient dans les camps après Dien Bien Phu, eh bien, je le répète, je l'ai dit encore hier à des amis qui me regardaient comme si je disais des insanités, c'était les cellules communistes de quartier qui envoyaient les renseignements aux communistes Viet Minh, donnant tout ce qu'il y avait à savoir sur nos copains qui étaient prisonniers. Voilà la réalité des faits. Vous comprenez? C'est quand même autre chose que les bobards qu'ils racontent. D'abord, les anciens d'Indochine, tout le monde le sait, c'était des poivrons, c'était des civrognes, des bons à rien. Ça n'est pas vrai. Pour la France, on s'est battus comme des chiens, uniquement parce qu'un drapeau tricolore flottait là-haut. Jamais on a mis les pouces. Et si Dien Bien Phu est arrivé, c'est qu'au moment de cette bataille, qui n'était pas une connerie, parce que Dien Bien Phu n'était pas un trou, c'était pas la bassine ou la cuvette ou la baignoire qu'on veut bien dire. Ça faisait 26 km de long sur 10 à 16 de large. Seulement, il n'y avait que 10 chars. Alors qu'on aurait pu en mettre 500, ils étaient en Indochine. Pourquoi n'y en avait-il que 10 alors qu'il n'y avait pas de blocos blindés, alors qu'il n'y avait pas d'arbres assez gros dans la région pour faire des blocos qui auraient résisté au canon? Eh bien parce que nous n'avions pas d'avion de transport capable de transporter du gros matériel. Et c'est une société anglaise avec un transport spécial, un avion spécial qui a transporté la dizaine de chars démontés à Dien Bien Phu et ils ont été remontés sur place. S'il y en avait eu 100, ça changeait tout, parce que les contre-attaques auraient été possibles. Et en plus, enterrés ou semi-enterrés, ils pouvaient remplacer les blocos qui n'existaient pas. Au moment où les communistes du monde entier, Chine et Russie, parce que la Chine était tombée aux mains des communistes, et la Russie qui aidait le Viet Minh, comme cela n'est pas permis de le croire, hein, eh bien, nos alliés ne nous aidaient plus. Alors que le camp communiste aidait de plus en plus le Viet Minh communiste vietnamien, eh bien, l'armée française ne recevait plus d'aide de ses alliés. Et lorsque les Américains décident quand même un beau matin d'essayer de faire une concentration d'aviation incroyable pour dégager la cuvette, hein, vous voyez, moi-même je dis la cuvette parce qu'on dit tellement pour dégager la place, ou ce qu'il restait de la place, ben les Anglais s'opposent à cela. Les Anglais, nos bons alliés anglais, je suis dégueulasse de ne pas le signaler, nos bons alliés anglais. Et même quand il arrive à Genève, M. Mendès France annonce qu'il faut que tout ça soit signé pour telle date. Pour telle date. Hein. Il faut signaler aussi quand même au départ que la conférence de Genève, le général français commandant en chef en Indochine n'avait pas été averti de cette conférence. Voilà. Alors que les Viet, eux, savaient que puisqu'il y avait une conférence et que les Russes leur avaient dit qu'on parlerait de l'Indochine, les Viet savaient qu'il fallait qu'ils arrivent avec une victoire. Mais malgré cela, la victoire n'était pas acquise. Assaut contre assaut, reprise de poste, reprise de piton, contre-attaque.
dans la fournaise et dans la folie, des soldats français qui n'avaient jamais vu un parachute de leur vie sautent la nuit dans la mitraille jusqu'au dernier jour. Jusqu'au dernier jour. Où sont les films qui retracent cela? Il y en a eu un qui a été passé sous silence. Où sont les documentaires? Où sont les spécialistes, les grands historiens qui racontent tout ça? Et Dien Bien Phu tombe. Et Giap dit à un de mes copains qu'il rencontre là où sont amenés les blessés, eh bien, il pense qu'il va être fusillé parce qu'il a perdu son corps de bataille, la totalité de son corps de bataille. Vous voyez, si Dien Bien Phu avait tourné autrement, nous serions encore une grande puissance. Et les soldats français ont fait en sorte que leur pays reste une grande puissance. Nous avons abandonné l'Indochine. Nous avons abandonné les gens qui nous avaient fait confiance. Nous sommes partis. Et qui est parti en premier? La Légion, les paras, les troupes blanches. Pour voir amener le drapeau tricolore dans toutes les villes. Excusez-moi. On a laissé là les tirailleurs sénégalais, les tirailleurs algériens, les tirailleurs marocains, pour leur donner le bon exemple. Savoir que la France descendait les couleurs et partait la queue entre les jambes. Il n'y a personne de responsable dans tout ça? Il n'y a personne de responsable dans tout ça? Si, il y a des responsables. Mais ils ont eu de l'avancement, ils ont eu des galons, ils ont eu des prébendes, ils ont eu tout ce qu'il fallait. Et après, on rentre d'Indochine, c'est l'Algérie. Immédiatement l'Algérie. Et là, nous arrivons en Algérie en disant, c'est fini. On ne roulera plus les drapeaux. On ne descendra plus le drapeau. Nous sommes ici en France et nous resterons en France. Et les soldats, même beaucoup d'appelés, font leur devoir de soldats pour garder les départements algériens et le Sahara qui n'a jamais été algérien. Jamais le Sahara n'a été algérien. Les puits de pétrole, les réserves de gaz, c'est un dénommé Conrad Killian, un grand Français, qui les a découverts et qui, d'après ce que stipulent les lois internationales, a planté le drapeau tricolore, notre drapeau, sur des territoires que jamais personne n'avait explorés, donc il les prenait en compte pour la France et au nom de la France. Et puis la situation tourne mal, parce que le gouvernement de l'époque ne sait pas plus que celui d'aujourd'hui où il veut aller. 3 soldats français sont fusillés en Algérie, et Alger se soulève. Et puis immédiatement, comme un pantin, sort un dénommé De Gaulle. Et moi, et moi, et moi. Pourquoi je dis et moi, et moi, et moi? Parce que quelques années plus tôt, 3 ans plus tôt exactement, Leclerc avait été sollicité par Ramadier pour partir reprendre le commandement en Indochine. Et Leclerc dit à Ramadier, mais vous savez, Monsieur le Président, le chef actuel, c'est l'amiral Thierry d'Argentlieu. Et je ne m'entendais pas bien avec lui. Nous avons même failli en venir aux mains sur un bateau de guerre dans le golfe du Tonkin. Alors, si je vais là-bas, je veux bien, pour la France, partir. Mais il faudrait qu'on m'autorise à voir le général de Gaulle à Colombleu. Thierry d'Argentlieu est français libre, je suis français libre, peut-être que par l'intermédiaire de De Gaulle, eh bien les choses peuvent s'arranger. Et Leclerc va à Colombey avec l'autorisation du gouvernement français et voit De Gaulle. Et donne à De Gaulle toutes les raisons qu'il a de vouloir repartir pour servir la France et essayer de sauver le problème en Indochine. Et De Gaulle lui trouve toutes les raisons, soi-disant valables, pour qu'il ne parte pas. Et Leclerc insiste.
Et à un moment, sortant de Ségon, le grand homme, le libérateur de la France et tout, lui dit « Mais enfin, Leclerc, si tu réussis, qu'est-ce que je deviens, moi ?» Voilà. C'est Horace Savelli, le comte Horace Savelli, compagnon de la Libération, dont j'ai eu l'honneur de partager la cellule en prison, qui m'a raconté ça, voilà, des années. Et la vérité est là aussi. Ce qui fait que quand les pieds noirs se soulèvent, ben l'autre sort de sa boîte, et moi, il met en branle l'armée française, hein, en disant à l'armée française, restez dans la loyauté, mais en disant au général Salan, tout ce que vous faites et tout ce que vous ferez, c'est pour le bien de la France. Et c'est lui qui reçoit les officiers envoyés par Salan en France pour préparer le plan de débarquement aéroporté sur Paris. Alors il y a des gens qui ont écrit les 13 complots du 13 mai. Il n'y a pas eu 13 complots le 13 mai. Il y a eu un seul complot, c'est le complot autour du général de Gaulle, qui n'a fait qu'une chose, se présenter comme un sauveur. Parce que lorsqu'il est arrivé sur le forum d'Alger, j'étais là, avec les anciens combattants de TB5, j'avais amené 400 km en camion, à mes frais, avec mon pognon. Nous attendions qu'il dise un mot, et toute la foule qui était là attendait qu'il dise un mot. Il ne l'a jamais prononcé. Si ce jour-là, il avait dit aux femmes musulmanes qui étaient là par milliers, allez dans les maquis et ramenez vos maris, nous sommes pour la fraternité, nous oublions tout, nous allons construire une Algérie grande et belle sous le drapeau tricolore, les femmes, la guerre se serait terminée là. Il n'a jamais prononcé ces paroles. Se laissant un peu dépasser à Mostaganem, il a dit une fois « Vive l'Algérie française », ce qui a rendu espoir aux pieds noirs. Et ensuite, il y a eu des élections gagnées par les partisans de l'Algérie française, d'autres élections gagnées par les partisans de l'Algérie française, avec une multitude forcément de musulmans fidèles à la France. Et ils ont fait voter jusqu'à ce que le vote soit un peu tendancieux contre la France. Il a fallu beaucoup de temps et beaucoup de fric pour en arriver là. Mais jusqu'au bout, il y avait des millions d'Algériens qui ne voulaient pas de l'indépendance. D'abord, il n'y a qu'à voir le nombre d'Algériens francophiles qui ont été tués, égorgés. Alors on me dit, je le répète ce soir, ça sera peut-être la 200 millième fois que je le dis, mais demain vous entendrez encore des gens, pourquoi De Gaulle a largué l'Algérie, tout un tas de braves gens. On n'arrive pas à comprendre pourquoi De Gaulle a largué l'Algérie. L'armée française avait gagné la guerre d'Algérie, militairement. C'est bien le principal, militairement. Et même la conquête des cœurs, parce qu'il n'y avait jamais eu autant de musulmans algériens qui s'étaient engagés dans l'armée française. Mais De Gaulle avait une idée, l'idée qu'il avait le 13 mai, lorsqu'il s'est présenté comme le sauveur de l'Algérie. C'était de devenir le chef de la 3e force internationale. L'Amérique d'un côté, la Russie de l'autre, et au milieu, le grand De Gaulle, patron de la 3e force, c'est-à-dire des pays dits non alignés. Et c'est pour ça que jusqu'au bout, il a trahi et qu'il a largué, morceau par morceau, tout ce qui faisait la légitimité de la présence française. Et lorsque nous sommes partis, eh bien, il ne faut pas oublier que des centaines, des milliers de soldats supplétifs, Arki, Mouadzami, Chaouch, dans les mairies, dans les préfectures, dans les sous-préfectures, des centaines de milliers d'Algériens servaient là comme petits ou grands fonctionnaires. De Gaulle a largué tout ça parce que Adenauer était derrière lui et Adenauer avait dit tant que vous aurez
une seule colonie, et peut-être même les départements d'outre-mer, vous ne pourrez pas être le symbole de la troisième force et des forces non alignées. Et c'est pour ça que M. de Gaulle a tout largué, absolument tout largué, y compris le Sahara, où nous disions, mais la France présente au Sahara, c'est la paix garantie dans toute l'Afrique, et on le voit aujourd'hui. On le voit aujourd'hui. On a abandonné tous ces gens qui, eux, faisaient totalement confiance à la France, puisque les tribus Touaregs rassemblées avaient demandé aux officiers des affaires indigènes qui s'occupaient d'eux qu'un de ces officiers se présente aux élections pour le Sahara et qu'il voterait pour lui, qu'il faisait confiance à l'officier français qu'il désignerait pour gérer le Sahara pour les Sahariens. Tout ça peut-être vous étonne là. C'est peut-être même des choses qu'il faudrait raconter le soir de Noël, parce que c'est beau, c'est grand, c'est pathétique. Bien, nous sommes partis comme des salauds. Comme des salauds. Le pouvoir à Oran a été donné au général Katz, qui, le 22 juin, survolait la ville en hélicoptère, pendant que les quartiers arabes étaient descendus sur la ville européenne, que des centaines d'hommes et de femmes étaient enlevés, assassinés, découpés en morceaux. Les femmes et les jeunes filles emmenées dans des bordels, vendues à Tanger par la suite, ou en Afrique noire. Et on a su pendant des années que des hommes et des femmes de notre pays étaient vivants, et que tous les gouvernements qui se sont succédés, sous De Gaulle et après De Gaulle, n'ont jamais levé le petit doigt pour demander des comptes à l'Algérie. Et Bouteflika lui-même avait dit un jour, la France oublie que nous détenons des centaines de ses citoyens, et le jour où il faudra les rendre, nous les rendrons contre monnaie sonnante et trébuchante. Parce que ces salauds parlent un bon français qu'ils ont appris dans les écoles françaises. Voilà la vérité. Alors quand on voit aujourd'hui ce qui arrive, quand on voit la maire de Lille qui passait son temps dernièrement encore à aller à Alger danser la danse du ventre avec le groupe folklorique de l'armée algérienne, quand on voit Chirac, Jospin, Giscard d'Estaing, l'actuel Hollande, aller là-bas s'excuser. Mais s'excuser de quoi? S'excuser de quoi? C'est pour ça, le père m'a demandé d'écrire un bouquin pour ça, la collection qu'il lance. J'avais commencé mes mémoires, mais j'avais pensé que mes mémoires, ça ne pouvait pas se faire sur moins de 4 bouquins de 200 pages pour bien sérier les problèmes. C'est-à-dire ma jeunesse, la résistance, ma résistance aux Boches, hein, l'Indochine, l'Algérie et mon combat politique en France métropolitaine. Et puis, comme il me demande de faire ce bouquin, je dois avoir le prix Renaissance dans un mois, qui doit m'être remis dans une grande soirée à Paris. Alors j'avais dit, je ne vais pas me mettre au travail avant que le prix Renaissance soit sorti. Je ferai quelques signatures parce que j'ai besoin, comme tout le monde, de gagner ma croûte. Je n'ai aucune retraite militaire. J'ai la retraite du combattant, 65 € par mois, pour 10 ans et demi de guerre. Pour 10 ans et demi de guerre, dont je vis de mes bouquins. Alors, vu la situation du pays, eh bien mon prochain bouquin sera Lettre ouverte aux musulmans de France, où moi je vais leur parler de ce que je connais, leur parler de ce qu'eux connaissent, et leur demander si de temps en temps ils ne pourraient pas ouvrir leur gueule. Parce qu'ils n'ont pas à être les chiens de garde et les supplétifs du Parti socialiste et des partis de gauche qui crachent sur mon pays, et quand je dis qu'ils crachent, je suis poli. Et je citerai toutes les exactions qui ont eu lieu. On parle de la bataille d'Alger, mais si les attentats qui ont commencé continuent, ce que je ne souhaite pas s'ils continuent,
vous entendrez tous ces braves gens dire alors, que fait la Légion? Ils le disent déjà. Que font les paras? Les paras sont intervenus parce que les bombes explosaient dans les cinémas, dans les carrefours, partout, et que les gens fidèles à la France étaient égorgés, que les pères de famille recevaient un mot: on a enlevé ta fille de 7 ans cette nuit, elle va servir de paillasse à nos combattants si tu ne rentres pas dans le rang. Alors viens chercher 2 grenades que tu iras lancer dans tel cinéma ou dans tel restaurant. Voilà comment le FLN a gagné la guerre. Voilà comment le FLN a gagné la guerre. Et lorsque De Gaulle avait tout lâché, il était prévu avec Ben Bella, que Ben Bella, qui avait organisé au camp des Pins, sur une plage à 20 km d'Alger, un grand rassemblement mondial, c'est-à-dire un second Bandung, un deuxième Bandung, les forces non alignées de la planète, eh bien, de la tribune, de cette tribune mondiale, Ben Bella devait appeler Charles de Gaulle pour venir conclure ce débat international et sceller l'amitié avec l'Algérie nouvelle. La nuit où cela devait se faire, eh bien, Boumedienne, le chef de l'armée, faisait un putsch, arrêtait Ben Bella qui partait en prison pour 17 ans sans que personne demande, y compris les invités qui étaient là auprès de la France, sans que personne demande où était passé le grand chef Ben Bella. Il est resté 17 ans en prison. Et ça, dans le bouquin que je vais commencer, que j'écris, j'explique tout cela. Et j'explique ce que disait Boumedienne. Boumedienne disait, pour De Gaulle, Ben Bella était un gaulliste et il comptait sur lui pour la suite des événements et faire en sorte que les accords d'Évian soient respectés, parce que les accords d'Évian n'ont jamais été respectés, sauf par la France qui continue à payer, y compris le gaz et le pétrole, 4 fois plus cher que sur le marché mondial, alors que c'est notre gaz et notre pétrole. Voilà, tout ça n'est pas très gai, je le sais. Mais tant que tout ça ne sera pas gravé dans le marbre, eh bien la France continuera à descendre. Je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre. Des amis me disent, mais ils vont passer au tribunal. Je dis qu'ils me passent au tribunal. Je vous le dis, faites la queue et louez les places à l'avance, vous en aurez pour votre pognon et eux aussi. D'abord, je tiens à remercier M. Lindre, Roger de cette brillante causerie. Et il est important de rappeler quelques faits historiques. Car, malheureusement, l'histoire n'est plus enseignée, comme les lettres non plus. Les gens sont soumis à la propagande du régime, même dans les meilleurs milieux. Et il est bon de se rappeler une phrase de Don Guéranger face à l'accordaire épigone du libéralisme, lui disant « Mon père, un gentilhomme ne redore pas son blason en crachant dessus. » Or, la France, nos élites, nos pseudo-élites, depuis 2 siècles, ont craché sur notre passé. Donc il est important que vous écoutiez de temps à autre des témoins, des gens qui ont fait l'histoire, qui ont participé à cette geste des Francs, parce qu'elle a continué encore, et que vous puissiez en parler autour de vous. De même, je vous annonce que prochainement, je vais publier votre livre dans ma collection, car il ne s'agit pas uniquement de faire des réunions... Vous me lâchez 3 mois quand même. Hein, oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Car le combat est un combat d'abord culturel, et d'abord culturel. Et c'est seulement une fois qu'on aura gagné les esprits qu'on pourra espérer peut-être une aurore. Mais rien de pire que les pseudo-patriotes. On a vu
après les attentats de ces quelques petits barbares, les drapeaux tricolores, en général c'était des gens bien à gauche qui le mettaient. De même, quelques mois l'année précédente, quand quelques journaleux de Charlie Hebdo ont été... ils ont passé un mauvais quart d'heure, un ecclésiastique réputé de droite a eu l'audace de mettre sur son blog que c'était des martyrs de l'Occident. Donc si on n'est pas capable de voir où sont les traîtres, on n'a pas de grand espoir. Et il est bon de se rappeler la phrase d'un grand communiste, mais les bourgeois sont tellement bêtes qu'ils vous vendraient, ils vous achèteraient la corde pour les pendre. Je pense que vous aurez quelques questions à poser. Après, Roger Olindre se fera un plaisir de dédicacer ses œuvres. Et après, il y aura un petit café qui sera servi. Voilà. Monsieur le député Brice Guérin, avocat au barreau de Paris, j'ai deux questions à vous poser. Oui. Première question institutionnelle. Pour les élections aux diverses assemblées, êtes-vous pour un seul tour et une proportionnelle ou soit intégrale, soit une proportionnelle avec une prime majoritaire, de manière à dégager une majorité? C'est ma première question technique institutionnelle. Deuxième question, monsieur le député, au sujet du général Leclerc. Sa mort, qui l'a assassiné selon vous et pour quelle raison? Je vais répondre à la deuxième question. Le général Leclerc avait été sur les traces de Conrad Quillian. Et Conrad Quillian, je le répète, a fait toutes les expéditions pour la France avec son héritage personnel qu'il avait demandé à sa mère de lui verser sa part par rapport à ses enfants. Et Leclerc a vu que ce qu'avait dit Quillian était vrai. Et il avait, malgré qu'ils aient peu de troupes à l'époque, laissé des petites garnisons françaises dans les régions où Quillian avait planté son fanion au nom de la France. Voilà. Et je dis toujours que, et je disais ce matin encore à des gens, parce que je ne me lâche pas de défendre notre pays, je ne le fais pas pour moi, je le fais pour vos enfants, pour nos enfants. J'entendais encore hier, la France a pillé l'Afrique. Et puis il y avait un convoi de café qui partait vers Abidjan, un vieux film de la colonisation. La France pille l'Afrique. Voilà les centaines de tonnes de café qui partent en France. Mais le café, qui l'avait amené? Qui l'avait planté? C'est la France. Hein? Et un autre imbécile disait, est-ce que la France se serait intéressée en Indochine s'il n'y avait pas eu le caoutchouc? Mais il n'y avait pas un arbre à caoutchouc en Indochine au moment de l'arrivée de la France. Les Anglais avaient commencé en Malaisie à planter des EVA, et c'est le consul de France en Malaisie qui a piqué des graines d'EVA, qui l'a sorti de Malaisie dans un crocodile empaillé, expliquez le détail, mais c'est la vérité, et ces graines de EVA sont arrivées en Indochine, et ce sont les Français qui ont débroussaillé, ou fait débroussailler, et qui ont planté les arbres à caoutchouc. En ce qui concerne la proportionnelle... Mais qui a tué Leclerc alors? Pardon? Qui a tué Leclerc? Oui, bon, j'ai oublié de le dire. Ma question. Eh bien, Leclerc a été tué par les gens qui ont fait les emmerdements que la France a connus en Algérie, c'est-à-dire les anglo-saxons. Parce que dans l'avion, il y avait 12 passagers déclarés et ils ont trouvé un 13e corps qui a disparu et qui a été embarqué en ne sait où. C'est ce que j'ai entendu dire. Voilà, c'est la vérité, ça a été écrit et c'est dans les archives. Le 13e corps a été récupéré par l'ambassade d'Angleterre en 62. Oui, c'est ça. C'est ça. Quel scandale! Oui, alors, en ce qui concerne la proportionnelle, forcément, je suis d'accord avec la proportionnelle. Bon, je suis d'abord étonné en voyant la religion des gens qui en France s'opposent, mais d'une façon éhontée à la proportionnelle, hein, de savoir qu'en Israël, il y a la proportionnelle intégrale. Hein, c'est-à-dire que le dernier faux venu, et avec quelques voix, il siège à la Chambre. Moi, personnellement, je suis pour la proportionnelle.
intégrale ou pas intégrale. Ils avaient mis une partie de proportionnelle sous Mitterrand, nous avons eu 35 élus. S'il y avait une partie de proportionnelle aujourd'hui, quoi que dit la fille Le Pen, nous aurions 80 à 100 députés à l'Assemblée nationale. Mais je ne peux pas passer sur cette question sans donner quand même un détail précis. Lorsque nous sommes arrivés à l'Assemblée nationale à 35, les gens de Chirac, les gens de Pasqua, les gens de Giscard d'Estaing, enfin toute cette famille politique de fausse droite, de droite molle, avaient reçu les consignes de ne jamais adopter un de nos amendements et de ne jamais applaudir quoi que nous disions. Quoi que nous disions. Et c'est de là qu'est sorti le fait qu'il y a, comme par hasard, des partis de gouvernement. Il y a des individus dans ce pays. Dans notre pays aujourd'hui, tout le monde est égaux. Il y en a qui sont un peu plus égaux que les autres, c'est 1989, quoi. Bon, je vous écoute. Merci. Nous sommes repartis pour 18 mois de campagne électorale. Depuis ce matin, on nous reparle à nouveau des élections dans 18 mois. Alors il faut quand même faire confiance aux Français. Et puis, chose qui ne plaît pas non plus toujours aux jeunes quand je le leur dis, il faut donner l'exemple. Et moi, vis-à-vis des Algériens en Algérie, hein, dans mon bled perdu, parce que j'ai été grièvement blessé dans un combat au corps à corps. J'ai pris une balle en pleine tête, j'étais habillé en félaga, et j'avais avec 4 types pénétré une Katiba félaga, une compagnie félaga. Bon, et on a mis cette compagnie en déroute à 4 types. Bravo. Et je suis rentré à l'hôpital de Philippeville et j'ai réfléchi. Alors un jour, j'ai dit, je suis arrivé à l'hôpital et je me suis mis à réfléchir. Là, il y avait un gauchiste dans la salle. Il dit, ah, il faut qu'il aille à l'hôpital, le père Hollande, pour commencer à réfléchir. Non, j'avais réfléchi avant aussi, mais je me suis aperçu dans cet hôpital, parce que je n'avais que ça à faire, j'ai revu toutes mes compagnes, toute ma carrière, tous les copains qui étaient tombés, et je me suis dit, on va perdre la guerre politiquement et la gagner militairement. Mais on la perdra politiquement. J'ai quitté l'armée à ce moment-là. Je me suis installé sur la frontière tunisienne, dans le bled où je m'étais battu le plus avec mon régiment, à Tébessa, une ville romaine sur la frontière tunisienne, et je me suis occupé de la jeunesse algérienne, de la jeunesse musulmane. Et mon mouvement s'appelait les Jeunesses Françaises de Tébessa. Et tous les jeudis, je faisais défiler 500 gosses en tenue scout impessable avec les cuissons France sur l'épaule. Et quand j'ai pris le maquis pour l'OAS, ces gosses, mes scouts musulmans, dormaient devant la porte de ma femme et de ma fille. Alors que moi, j'étais parti prendre le maquis avec un maquis OAS que j'avais créé. Et depuis ce jour-là, je dis aux gens, si vous voulez que les Arabes vous respectent, soyez respectables. Si vous n'êtes pas respectable, eh bien vous ne serez pas respectés. Et c'est pour ça que le mariage pour tous que les socialistes ont imposé, c'est pas ça qui va grandir hein, la force de la France dans les esprits de ces gens. Ça c'est sûr. Je pense, cher monsieur Roger Hollande, que le combat aujourd'hui, et on le voit par les mésaventures, les aventures d'un parti auquel vous avez appartenu, que le combat aujourd'hui est essentiellement métapolitique. Il ne s'agit à rien de faire 40% ou 35%. Si on n'a pas gagné les esprits et les cœurs, tant qu'on n'aura pas opéré une véritable renouveau spirituel et moral de notre pays, mais notre peuple s'enfoncera. Il y a quelques années, bien sûr c'est une citation qui vous fera horreur, De Gaulle disait « on ne fait pas la politique à la bourse ». C'était le primat du politique. Mais aujourd'hui, comme le dirait Gramsci, le politique est mort. C'est la bourse, c'est la finance apatride et vagabonde qui place ses pions et qui organise les guerres
par-delà le monde. Et il est peut-être bon de penser à quelques modèles de contre-révolution ou de restauration. On peut penser à la Hongrie, qui est en train de se relever, et surtout à la Sainte-Russie, qui après 70 ans retrouve son passé national. Hors de là, il ne peut y avoir que des aventures politiques et vouées à l'échec. On peut penser à Boulanger, et je ne vais pas prononcer le nom de quelqu'un qui aurait pu prétendre à une présidence de région, mais foncièrement, c'est une républicaine laïque. Et qu'est-ce qu'il y a comme différence entre ces gens-là et, disons, la partie, je dirais même quelqu'un comme Foyer que j'ai connu autrefois, était peut-être plus à droite que cette brave personne. Voilà. Autre question? Pas d'autres questions? Je vais répondre quand même à notre ami là. Il est bien certain. Je ne sais pas quel est l'ami qui a dit vous n'avez pas de programme. Il est bien certain, j'entendais dernièrement encore qu'un général a créé un parti et pas mal de gens sont venus me voir. Qu'est-ce que vous pensez de ce général qui déclare ceci, qui déclare ceci et qui déclare cela? Moi, je ne veux pas donner aux gens des réponses toutes faites. Parce qu'il y a un drame dans notre pays, mais dans tous les pays du monde. C'est qu'on ne peut pas faire de politique sans argent. Et les autres le savent bien. Et c'est pour ça qu'ils ont mis la main sur les médias. Parce qu'avec les médias, ils font passer absolument tout ce qu'ils veulent. Mais je dis encore, j'ai ma foi de militant communiste. J'ai ma foi de militant bien nationaliste. J'y vais à fond, mais je ne veux pas mentir aux gens. Je ne veux pas mentir aux gens. Nous sommes français, il y a un proverbe français qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». C'est sûr et certain. Mais je pense que rien n'est désespéré parce qu'on sent quand même un vent de révolte dans le pays. Je ne sais pas si depuis que je parle ici, j'ai donné l'exemple que j'ai donné hier à des amis. Lorsque Mme Merkel a ouvert les portes de l'Europe à tous les immigrés, sans en parler au restant de l'Europe, il y avait un courant d'opinion en France qui faisait que même les journaleux disaient à la télé et à la radio « Mais Mme Merkel n'a pas les mêmes problèmes que la France, parce qu'eux, en Allemagne, n'ont pas d'enfants, n'ont pas de naissance, et ils ont besoin de cette relève pour leur industrie de demain. Ça n'est pas le cas de la France. » Et puis 2 jours après, tac, comme sur un coup de baguette magique, toutes les télés, toutes les radios vous annonçaient « La France ne fait plus d'enfants ». 8 jours avant, on faisait tout ce qu'il fallait, on avait assez, mais tac, parce que la nuit, les téléphones ont marché, alors vous pouvez peut-être croire que j'invente, je n'invente rien, je note tout ça, mais ça explique bien la totalité des choses. Et on peut se demander, vu la réaction de certains Français, si les images subliminales passaient à la télé, ça n'existe pas vraiment, et des gens sérieux disent que ça existe. Comment, avec les casseroles qu'il a aux fesses, ce type peut-il prévoir de se représenter et penser que les Français vont voter pour lui? Voilà. Il pense même qu'il va gagner. Bon, moi, je ne pense pas qu'il va gagner, mais je ferai tout pour qu'il ne gagne pas. Je ne sais pas combien on sera, mais je vais quand même vous dire une chose. Et puis, ça sera terminé parce qu'il ne faut pas trop se répéter. Lorsque j'ai vu que la situation tournait mal en Algérie, j'étais civil à Tébessa, je vous l'ai raconté. J'avais un mouvement de scouts très important
98% de musulmans, 1% de petits juifs, 1% de petits chrétiens au prorata de la population. J'ai recruté 2 sous-lieutenants de l'armée d'Afrique, parce qu'on oublie quand même un peu trop vite que 17 classes de pieds noirs ont été mobilisées pour venir libérer la France dans l'armée d'Afrique. Et nous avons fait le tour de toute la région, de tous les petits bleds autour de Tébessa jusqu'à la frontière tunisienne. Et comme il faut quand même un peu de folklore dans la résistance, les gens qui étaient d'accord juraient sur la croix et sur un colt d'être présents le jour où je sifflerai pour prendre le maquis. Mais de ce jour-là, je suis venu 2 fois en métropole avec mes scouts. Et mes scouts, c'était une troupe disciplinée, à l'ancienne, des équipes de 10, avec 2 cantines par équipe. Bien, lorsque nous sommes rentrés en Algérie, mes scouts transportaient dans leur cantine tout l'armement que j'avais récupéré dans tous les régiments paras du sud-ouest. Et jamais personne n'a rien dit, jamais personne ne l'a su. J'avais réussi, par un travail acharné, à récupérer de quoi armer 400 types. Et croyez-moi, ça n'est pas rien. Et puis le jour est venu où j'ai sifflé, comme dit l'autre. Hein? Pas 3 fois, bien plus que ça. Il y a 6 types qui sont venus. 6 types qui sont venus. Alors que c'était la valise au cercueil, que les gens savaient en Algérie qu'ils allaient être foutus à la porte, sinon ils étaient assassinés. Alors je ne peux pas, moi, dire aux gens, on va prendre les armes, on va faire ceci, on va faire cela. Je crois en Dieu, et puisque je crois en Dieu, eh bien je pense qu'il va m'aider, et que mes copains et moi, nous allons l'aider. Mais je vous répète, rappelez-vous l'heure qu'il est. Hein? Il est 10h moins 10. 10h moins 10. Rappelez-vous ce que je vous dis avant de partir. Si jamais il y a le moindre soulèvement, aussi folklorique soit-il, ils armeront les banlieues pour défendre les valeurs de la République. Voilà. Voilà. Ils armeront, ils ne pensent qu'à ça. Ils armeront les banlieues pour défendre les valeurs de la République. Voilà. Comment un pays comme le nôtre peut-il aujourd'hui avoir à la justice une bonne femme qui est indépendantiste, guyanaise, et qui a passé sa vie à cracher sur la France et sur son drapeau, alors qu'elle est riche de 180 millions. Toutes les agences américaines estiment sa fortune à 180 ou 190 millions d'euros. Comment peut-on avoir une fille à la double nationalité qui s'occupe de nos enfants, alors que la double nationalité est interdite au Maroc, hein, et qui déclare encore la semaine dernière « Je ne me sens en rien française. Je suis une Française pour les avantages. » Elle l'a dit, elle l'a déclaré, mais je ne me sens absolument pas française. Donc qui il faut tuer, cette fille ou les gens qui l'ont nommée? Voilà.